Cher Christian, donc tu es un peu ici la puissance invitante. Merci de nous accueillir à Toulouse comme directeur de Toulouse School of Economics, co-auteur des 4e et 5e rapports du GIEC, et puis de ce petit livre merveilleux, Le climat après la fin du mois. Lumineux, même a dit, c'est pas moi, c'est mon confrère Le Point, donc parce que tu évoques des vérités qui sont parfois difficiles à entendre, comme cette phrase dure, le concept de transition énergétique heureuse est une utopie. Cette lucidité va bien au-delà du climat, santé, bien-être, éducation. Tu vas évoquer avec notre ami Bengt comment mesurer les effets politiques des politiques publiques et des actions des entreprises. Et tu vas donc te lancer avec ton collègue Bengt Holmström, que j'ai donc à côté de moi, qui est donc MIT, lauréat du prix Nobel en 2016, pour ses travaux sur la régulation, travaux qui ont été le bonheur d'une longue amitié de Bengt avec Jean Tirole et avec Toulouse School of Economics, dont Bengt a rejoint le conseil scientifique. Alors, le thème qu'ils vont traiter tous les deux va rythmer nos 3 demi-journées. Devons-nous nécessairement faire des sacrifices ou pouvons-nous nous transformer ces défis en opportunités? C'est une session qui va être en anglais, mais surtout qu'elle ne vous prive pas de poser des questions, même en français, puisque vous allez effectivement avoir le QR code qui s'affiche quand vous le voulez. Et Bengt et Christian ont décidé de limiter chacune de leurs interventions à 15 minutes, afin de laisser 15 minutes de questions-réponses à la salle. Christian, donc c'est à toi. C'est Bengt. Bengt go first, I think. It's working. Is it on? Yes. Ça marche, oui. Bonjour. Merci de m'avoir invité pour assister à cette conférence prestigieuse. Et c'est quelque chose de nouveau pour moi. Je suis ravie de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Comme cela vient d'être indiqué, ça fait pas mal de temps que j'entretiens des relations amicales avec TSE, et je crois que ça remonte aux années 80. Donc, j'ai d'autant plus de plaisir à être parmi vous aujourd'hui. Permettez-moi de dire quelques mots. Le temps imparti relativement bref pour parler. Donc, je vais essayer de partager avec vous certaines remarques et commentaires. Je crois que tout le monde comprend le problème fondamental qui nous occupe. Tout le monde est prêt à réaliser que nous sommes en train de détruire toutes les ressources et tous les actifs. Évidemment, nous faisons ça depuis des centaines d'années. La tendance n'a fait que s'accélérer dans les 10-15 dernières années, et nous sommes parvenus à un stade auquel nous espérons ne pas avoir dépassé la limite, et que nous espérons qu'il n'est pas trop tard pour que notre qualité de vie ne soit pas grandement affectée par cette tendance. Je vais démarrer mon propos par une observation, si vous le permettez. Je pense qu'il convient d'essayer de comprendre qu'un des moteurs ou des éléments fondateurs de ce problème sont intimement liés à ce qui se passe sur le marché. Et je pense qu'il convient plus précisément de mesurer ce qui se passe sur le marché. Il faut étudier de très près ce qui se passe sur les marchés financiers qui sont très développés, et pas mal de mesures intéressantes ont été prises en ce qui concerne les PIB des différents pays. Mais l'économie, évidemment, est un volet très important, mais
cela ne suffit pas. Le marché, c'est une chose, mais l'utilisation des ressources, c'en est une autre. Et en fait, il faut à cet égard penser aux coûts liés aux dépenses qui sont faites, coûts unitaires, coûts globaux, etc. Et tout ceci, il faut le lier au phénomène global, mondial de la pollution, par exemple. Et donc, bien sûr, certains de ces éléments, tels que la pollution, peuvent être appelés des externalités, facteurs qui ne sont pas au cœur du système. Toutefois, la valeur marginale est un élément qu'il ne faut point ignorer. Et il faut vraiment même l'accent dessus. Il faut pouvoir mesurer le coût réel de la pollution. Et il faut que les entreprises, les personnes qui répondent à l'élément, au facteur prix, puissent un petit peu changer le braquet et voir les choses selon une autre optique. Nous polluons beaucoup, bien sûr. Pourquoi? Parce que peut-être nous mettons trop le curseur sur le marché. Nous essayons de rendre le marché de plus en plus efficace, efficient. Et les marchés financiers sont bien sûr très développés et se développent de plus en plus. Mais en fait, parallèlement, nous ne faisons que polluer de plus en plus. Et en fait, on a une course ininterrompue sur le marché et ceci enclenche des coûts de plus en plus importants. Et selon la théorie des incitations, nous savons que tout ceci est lié aux différentes activités. Alors, on est tout à fait capable de mesurer une activité isolée et on est capable de savoir si une activité isolée pollue, mais il est très difficile de mesurer les choses de façon plus globale. Il y a un déséquilibre à cet égard. Et donc, pourquoi est-il si important de mesurer correctement les choses, les différents facteurs? Eh bien, tout simplement parce que, d'une part, il faut essayer bien sûr que c'est difficile de faire des mesures, mais je ne vais pas entrer dans les détails de tout ce qui est fait en termes de mesures sur l'économie de marché. Ça serait trop compliqué, sauf peut-être pour les experts de l'économie à la matière. Mais il faut savoir que cet élément que je viens de citer est quand même un élément clé dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Et je dirais qu'il y a autre chose que l'on ne mesure pas encore suffisamment à l'heure actuelle. C'est la valeur des biens numériques. On a tous nos portables, nos ordis, etc. Des milliards de gens ont des mobiles. Il y en a tout autant sur le continent africain que sur les autres continents. Et la valeur de ces de téléphones mobiles, la valeur des technologies est considérable, bien sûr, joue un rôle fondamental sur le marché. Mais, et donc, lorsqu'il s'agit de mesurer les PIB, par exemple, on doit prendre en compte les coûts marginaux et si les coûts marginaux sont de zéro, eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que certaines de ces marchandises que je viens d'évoquer, certains de ces biens, pardon, que je viens d'évoquer ont une valeur de quasiment zéro. Ça a peut-être échappé pendant un certain temps aux économistes, mais depuis quelque temps, ils s'en préoccupent davantage. Et le tout étant d'essayer de corriger ces problèmes, d'y remédier. Et comment faire? Eh bien, les économistes font des enquêtes, utilisent les impacts des biens numériques. On a d'ailleurs, à cet égard, depuis que cela est fait, pas mal de données. Et ces données commencent à être analysées de façon très détaillée. Et donc, et comment peut-on établir la véritable valeur de tel ou tel bien? Ceci est fait, mais après des années et des années de scepticisme. Et je dois dire que les choses ont progressé, se font de façon beaucoup plus sérieuse, réelle, et
tout simplement parce que des millions, des milliards de gens ont accès à ces nouveaux biens, à ces nouvelles technologies, et y pensent. Donc, revenons maintenant, si vous le voulez bien, à un autre point que je voudrais souligner. Si vous demandez à quelqu'un quelle est la valeur que vous donneriez, que vous estimeriez pour Central Park, par exemple, combien seriez-vous prêt à payer pour compenser les effets délétères qui sont produits et qui sont opposés à ce lieu? Et vous allez vous rendre compte que les gens de Boston vont vous dire qu'ils sont prêts à réagir, en l'occurrence, pour faire quelque chose. Mais d'autres vont vous dire, je ne suis pas prêt à dépenser $1 pour ça. Donc, c'est un exemple peut-être très trivial, d'ailleurs, qui concerne plus les gens de Boston que nous. Mais on s'aperçoit que lorsqu'on regarde le marché de près, on s'aperçoit que la valorisation que nous faisons des biens, des marchandises et des actifs est essentielle. Et il faut penser au coût marginal, certes, mais aussi au surplus du point de vue de la consommation. Et il faut bien sûr prendre en compte qu'on peut arriver à une distorsion très importante. Alors, revenons maintenant à la biodiversité, au climat et à tous ces sujets que nous traitons. On n'a pas fait attention jusqu'à présent à tout ça parce que la valeur, le coût marginal était à zéro ou quasiment nul. Mais les choses ont changé, comme je vous le disais, on commence à bien mesurer les choses. Et comme je le disais au début, une façon de corriger le déséquilibre qui s'est créé au fil du temps, c'est d'avoir des bonnes mesures du climat et de l'impact sur le climat de l'activité humaine. Un commentaire, si vous le permettez. Maintenant, le message, les mesures existent. Donc, mais ça ne veut pas pour autant dire que le volet économique va être plus efficace. Nous sommes parvenus à un stade auquel nous devons vraiment faire attention à cet aspect et où nous devons prendre en compte la valeur de tous les éléments qui sont des externalités du marché. Donc, tout le monde sait que nous polluons, que l'activité humaine pollue, que nous n'allons jamais atteindre les objectifs qui ont été posés, que peut-être on ne va pas arriver à s'en tenir à 1,5 et qu'on arrivera à 1,7. Est-ce que ça doit faire terriblement peur de passer de 1,5 à 1,7 et ne pas s'en tenir à 1,5? En fait, la Finlande fait 9 degrés de moins en moyenne. Il fait 9 degrés de moins en Finlande qu'en France. Et donc, ce que je voudrais dire, qu'a priori, notre situation est plus favorable, mais ce n'est pas vrai du tout. Et donc, 1,5 degrés, 1,7, 1,8, and so what, comme on dirait en anglais. Et alors, il faut prendre en compte des éléments tels que les ouragans, les tempêtes, les cyclones, etc. Jusqu'à présent, cela n'a pas été fait. Donc, cet objectif de plus 1,5, 1,7 degrés n'est peut-être pas le meilleur facteur à prendre en compte. Et je ne pense pas que cela suffit à faire bouger les gens.
Et je crois qu'il faut penser plus globalement. Il faut penser de façon plus générale, mais en même temps, il faut penser au niveau local. Les gens sont beaucoup plus mus, sont beaucoup plus touchés par un événement local que par un événement mondial qui peut être éloigné de leurs préoccupations quotidiennes, comme ça peut être le cas chez nous en Finlande, où il fait moins chaud que dans le sud de la France, par exemple. Et donc, un des prix Nobel récents a dit que lorsqu'on traitait des externalités, eh bien, d'un point de vue local, les solutions atteignent la population de façon plus prégnante et de façon plus facile, et ce qui aide à mieux prendre en compte et à gérer ce qui se passe. Donc, je crois qu'on peut faire beaucoup pour essayer d'embarquer les populations, les gens au plan local. Et de fait, je dirais que ce qui compte le plus, c'est d'agir au niveau des communautés locales. Et de façon paradoxale, laissez-moi prendre l'exemple de la Chine et de la pollution de l'air. Eh bien, les populations chinoises ont à faire face à un problème énorme, mais savent aussi gérer les choses au niveau local, en embarquant, en engageant les populations. Et je crois que les gens qui sont impactés de près, localement, au quotidien, sont davantage prêts, enclins à s'engager dans le bon sens, dans la bonne direction. Je ne sais pas si j'ai dépassé le temps qui m'était imparti. Si c'est le cas, je vais donc m'arrêter. Moi, je préfère me lever, je verrai plus de gens. Bon. On a dit que le PIB, ce n'est pas la bonne mesure. Que faire? Comment est-ce qu'on peut mesurer le bien-être? Quels sont les objectifs de notre société? Comment est-ce qu'on peut agréger? Comment on peut déterminer ce qui devra être fait dans nos sociétés? Est-ce qu'on vit dans une bonne société? Quels sont les types d'actions que nous devons effectuer? Les bonnes actions pour améliorer la façon dont on vit ensemble. Je pense que ces définitions, comment on définit le bien commun, reste l'un des éléments les moins consensuels dans la société. On voit chaque jour qu'il y a un stress de la société, dans nos communautés, dans nos nations, concernant ces questions. L'absence de consensus sur ce qui est le bien commun crée beaucoup de problèmes. Par exemple, quand on parle de l'âge de la retraite, qui a été un gros problème ces derniers mois en France, est-ce que c'est bon d'allonger cette durée, l'âge de retraite? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord sur l'hypothèse qu'en augmentant la durée de travail dans votre vie, vous allez avoir donc quelque chose de compatible avec le bien commun. Dans un certain sens, vous avez des avantages des loisirs parce que quand vous allez prendre votre retraite de bonne heure, et c'est un bien pour la société, vous allez créer donc de la valeur à partir de votre travail. Cette valeur va créer donc va être conforme. Va permettre d'augmenter les revenus du travailleur, mais ça aussi génère également des biens au niveau de la sécurité sociale. C'est un bien pour la société. Vous aurez plus de temps pour dépenser. Vous aurez le problème du chômage. Et ceci va générer également des revenus au niveau des taxes pour améliorer donc au niveau de la société notre défense, pour améliorer également permettre donc des investissements. Quelle est la bonne action pour allonger l'âge de la retraite? Ça, c'est un problème sur lequel nous sommes totalement en désaccord. Et sur tout le spectre politique, il y a ce débat et l'un des problèmes, c'est qu'on ne sait pas comment comparer le coût et les avantages
de ce type de réforme économique. Un autre exemple, nous avons beaucoup d'exemples à vous proposer. Par exemple, les vaccins. Eh bien, vous savez quelle est la valeur des vaccins. Ben a mentionné de produire le vaccin à un coût zéro. Mais comment est-ce qu'on aurait pu faire pour que la société, lors de ces 3 dernières années, comment elle se serait comportée si on n'avait pas eu de vaccin? Clairement, on aurait dû rester plus longtemps dans notre confinement avec tous les problèmes de société psychologiques pour le fait d'être confiné, ou le fait de travailler dans un environnement dégradé. Donc, quelle est la valeur des vaccins? C'est beaucoup plus large que le prix de la création des vaccins. Comment est-ce qu'on mesure cette valeur? Et Ben, je pense que a bien expliqué que le fait que c'est un problème très complexe et qui implique la façon dont on valorise ces choses de manière classique avec le PIB ne constitue pas une bonne mesure. Ben a également mentionné l'eau. On pourrait également mentionner les pesticides. L'eau, eh bien, quand on utilise l'eau qui est sur des ressources non renouvelables, eh bien, si on utilise des pesticides dans votre champ, ça a des avantages bénéfiques pour le PIB parce que vous allez créer de la production, vous allez mettre sur le marché, mais parallèlement, vous allez détériorer l'environnement. Et c'est peut-être bon pour vous, mais pour l'environnement, pour les générations futures, ce n'est pas bon. Il faut prendre ceci en considération. Ce n'est pas pris dans le PIB. Ceci a un impact également sur notre bien-être. Donc, la production de l'acier, j'aime bien cette question-là, parce que la production de l'acier représente 8% des émissions de CO2 sur notre planète. Donc, c'est quelque chose d'important. Le problème, c'est que si on passe de la situation actuelle avec des fours et on va vers une électricité hydrogène et verte, c'est très coûteux. Et vous allez doubler le coût de la production d'acier en basculant vers ce type de solution décarbonée. Donc, ceci implique que les gens vont avoir des coûts additionnels quand ils vont produire ou quand ils vont utiliser de nouvelles voitures ou quand ils vont se trouver dans un nouvel appartement. Ceci va créer donc une inflation induite par le carbone. Donc, et ceci a également des avantages. Comment est-ce qu'on va comparer ces éléments? Quel est le rapport coût-bénéfice? Je ne me souviens pas du programme, mais je pense que dans ce sommet, on va également parler du bien-être animal. Comment est-ce qu'on peut prendre en considération, en tant qu'objectif commun, que la société, comment est-ce qu'on intègre le bien-être animal dans nos objectifs communs ou collectifs? Donc, mon problème, c'est comment est-ce qu'on peut définir une bonne action? Une bonne action dans le domaine de la santé, dans le domaine du travail, des loisirs, dans le domaine de l'environnement. Eh bien, le fait que nous avons encore des difficultés à parler de ces problèmes implique que nous vivons dans une société où c'est difficile de débattre et par conséquent de contribuer à produire les bonnes décisions. On pense qu'en tant qu'économiste, on devrait utiliser le rapport coût et bénéfice. On devrait comparer donc les coûts sociétaux et les avantages sociétaux pour déterminer si une action spécifique est véritablement désirable ou pas. Quand je dis cela, je ne dis pas que ce serait consensuel. Le problème, quel est le coût? Quel est le bénéfice que l'on va retirer? Et plus particulièrement, quelles sont les valeurs? Comment est-ce qu'on valorise ces impacts avec les pesticides? Comment est-ce qu'on va valoriser? Comment est-ce qu'on évalue? Comment est-ce qu'on compare les bénéfices d'utiliser pour augmenter la production agricole également? Et quel est le coût écologique associé avec l'utilisation de ces pesticides? Donc, l'évaluation, c'est une chose, c'est important. C'est très complexe dans un certain domaine. Les économistes essayent de mesurer et essayer de voir comment les gens évaluent eux-mêmes l'impact. Je prendrai un exemple ici. Quelle est la valeur de la vie?
Qu'est-ce que vous voulez faire quand Ben a mentionné le parc, la valeur du parc. La question, c'est de savoir comment on va valoriser pour nous-mêmes la possibilité de vivre une année de plus en réduisant la possibilité de mourir. Ça, c'est très important quand on regarde donc est-ce que c'était juste d'avoir ce confinement de la société en mars 2020? Est-ce qu'on aurait dû, est-ce qu'on essayait de sauver des vies, mais ceci a coûté des milliards d'un point de vue du PIB. Quelle était donc l'intensité optimale du confinement? C'est très difficile d'évaluer et c'est très difficile d'en débattre parce que tant que nous ne serons pas capables collectivement d'évaluer et de comparer les avantages monétaires, les avantages économiques de cette action ou les éléments non économiques sur la société. Donc l'évaluation, c'est l'une des choses que l'on devrait vraiment regarder de près au niveau du débat politique afin d'essayer d'avoir de meilleures décisions. Et je pense que c'est très difficile d'avoir la bonne décision collective si on n'est pas nous-mêmes capables d'évaluer les différents impacts qui seront générés par les politiques qui sont menées. Donc, je voudrais donc passer... vous avez vu, on essaie de voir quelles sont les bonnes actions, on essaie de voir le rapport coût-bénéfice, on essaie de définir une bonne action comme quelque chose qui va générer plus d'avantages sociaux par rapport au coût social. Maintenant, est-ce qu'on vit dans une société? Est-ce qu'on vit aujourd'hui dans une société en France ou alors dans le monde? Est-ce qu'on vit dans une bonne société? Est-ce qu'on vit dans une société où les bonnes actions sont effectuées? Il y a beaucoup de réponses possibles. Tout d'abord, si on compare notre façon de travailler ensemble avec une démocratie libre, libérale, certainement, c'est beaucoup mieux que l'alternative. Je ne vais pas revenir aux utopies du XXe siècle. Si on compare, par exemple, l'Allemagne de l'Est à l'Ouest, du point de vue de l'économie, mais également du point de vue du budget, du point de vue de la puissance de l'environnement. Si vous comparez la Trabant avec la Renault, par exemple, au niveau des voitures, dans les années 80, eh bien, cette comparaison, je pense, l'histoire nous montre que les économies libérales sont meilleures. Mais cela ne signifie pas que le marché libre marche bien, bien sûr. Dans la plupart des économistes, la plupart de mes collègues, pratiquement tous mes collègues de TSE reconnaissent que l'économie libérale marche, mais pas si bien que ça, parce qu'il y a des externalités, il y a des informations asymétriques. Ceci est un problème, parce que, comme Vincent l'a mentionné au début, eh bien, en raison donc des intérêts privés qui ne sont pas alignés avec le bien commun et ceci a été défini il y a une minute. Donc ceci signifie qu'aujourd'hui, dans nos démocraties libérales, il existe une possibilité, des opportunités pour générer plus d'avantages par rapport aux sacrifices que la société doit effectuer. Un exemple de ceci, c'est le changement climatique. Clairement, si on réduit les émissions de CO2 par rapport au statu quo du marché libre, où il n'y a pas d'incitation pour décarboner, réduire les émissions va générer plus de bénéfices que de coûts. D'accord. Plus particulièrement, il y a des actions spécifiques telles que l'utilisation des transports publics plutôt que votre voiture. Ça va générer plus de bénéfices. La façon dont on va aligner les intérêts privés par rapport au bien commun, c'est donc regarder, s'intéresser au prix du carbone. Dernier point que je voudrais mentionner également, dans ce monde, qui devrait agir? C'est également une question compliquée. Nous, de nos jours, si l'on regarde les activistes à l'extérieur, même peut-être dans cette pièce, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la corporation ou qui n'aiment pas ne veulent pas que des gens pensent que les corporations ou les entreprises devraient faire les efforts, mais pas le citoyen. Quel est le rôle des entreprises?
Par rapport aux consommateurs, le prix du carbone va générer va obliger les gens à effectuer des efforts. Mais si le prix est inférieur au prix du carbone, si ces efforts seront effectués parallèlement par les entreprises et par les consommateurs qui vont également essayer de trouver une sobriété dans leurs appartements. Et donc, c'est très complexe pour les entreprises de le faire. C'est le problème du greenwashing, car c'est très difficile pour une entreprise d'être responsable. Car il y a des concurrents dans le monde qui ne vont pas, eux, s'intéresser, qui ne vont pas encourager les bonnes pratiques. Et donc, si je reviens par exemple au problème de l'acier, si vous êtes responsable en tant que producteur, en tant qu'aciériste, en décarbonant vos technologies, vous allez doubler vos coûts et vous ne pouvez pas survivre sur le marché compétitif si les autres ne le font pas. Donc, c'est bon d'être responsable, mais est-ce que ça va être très bon pour la société? Mais il faut réfléchir, et il faut mieux réfléchir à ces problèmes et il faut être clair ou plus clair sur ce que chacun doit faire. Et je crois que le prix du carbone représente un changement des règles au niveau économique. Et il faut s'intéresser au comportement des acteurs et faire en sorte que tous les acteurs aient les mêmes incitations pour effectuer des actes responsables. Finalement, comment est-ce qu'on définit le bien commun? Je pense que vous avez compris que le PIB n'est pas vraiment la bonne façon de mesurer ce bien commun. Une augmentation du PIB ne signifie pas une augmentation du bien commun ou de l'État-providence. On peut très bien avoir une relation inverse, car toutes ces externalités, tous ces éléments de l'environnement ne seront pas pris en compte dans cette mesure du PIB. Et j'essaie d'expliquer qu'on devrait inclure dans le PIB des problèmes tels que le prix du carbone, la valeur des émissions de CO2 et la façon dont c'est généré et la façon dont ceci va impacter les sociétés futures et quelles sont les autres dimensions telles que la détérioration de la biodiversité. C'est un problème parce qu'on ne sait pas vraiment comment mesurer cette biodiversité, comme je l'ai mentionné précédemment, la façon dont on devrait valoriser ou évaluer ceci. Il y a donc beaucoup de travail à faire pour essayer de voir quels sont les mécanismes pour mesurer le bien-être. Et c'est un problème parce que si on n'est pas d'accord sur la mesure du bien-être, c'est difficile à ce moment-là d'avoir un consensus sur ce qui devrait être fait dans notre société. Merci beaucoup. Merci. Donc, il nous reste une douzaine. Et demander donc aux étudiants qui les rassemblent de ne pas me mettre de me remettre la première question telle qu'elle était posée donc en anglais et elle va s'adresser donc à Bengt que je vais donner avec mon mauvais accent. How do you think we can assess and give the right economical value to goods? En fait, j'ai essayé de suggérer que, en fait, ce service, c'est un bien pour tous. Mais évidemment, il y a les marchés aussi, par rapport les droits à polluer en Europe. Il y a un marché du droit à polluer, il y a un prix du marché pour et puis de la valeur des entreprises. Et il y a un marché par rapport à la valeur de tout ce que ça représente. Donc ça, c'est un des éléments. Mais je pense que dans l'économie numérique, l'un des mécanismes principaux, c'est d'avoir les résultats. Et il s'agit pour les gens, c'est à la population d'en évaluer la valeur. Et la question, à partir de là, il y avait une autre question sur qui va en payer le prix. Je comprends que pour les gens,
en fait, que les gens aient maintenant à payer. Le fait, en fait, pour l'eau, l'eau est déjà chère, donc avant, ça coûtait 0. Quand j'étais née, quand je suis née, ça ne coûtait rien. Aujourd'hui, c'est payant. Donc, on peut toujours subventionner quelque chose d'une certaine manière, mais pour pouvoir. Mais c'est malheureux que pour les pauvres, les choses deviennent inaccessibles. Et alors, la tâche de donner des droits ou les compensations pour pouvoir accéder à ces biens qui étaient autrefois gratuits. Une particulière. En fait, ces impacts dont on parle sont irréversibles. Ils seront là, ils ne disparaîtront pas. La détérioration de la nature ne va pas disparaître et devra être prise en compte par les générations à venir. Et revenons aux politiques climatiques. Eh bien, le fait que cette tendance se poursuive va de pair avec le fait que ce sont des générations éloignées futures qui vont devoir en payer le prix. Alors ça nous ramène au problème de la sustainabilité, de la durabilité. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier aujourd'hui pour améliorer l'avenir des générations futures? Ça va dépendre grandement de nos convictions, de notre croyance en la civilisation et son avenir sur cette planète. Bien évidemment, si des générations reviennent à l'ère de Stonehenge, on voit ça au cinéma, dans les films de science-fiction notamment. Si l'on est convaincu qu'il existe un risque, même à faible probabilité, que les générations à venir en reviennent au mode de vie de Stonehenge, on porte une sacrée responsabilité. On devrait essayer de faire quelque chose. Et au cours du siècle passé, on ne croyait qu'à la croissance perte de chacun, croissance de l'ensemble. Et on pensait que cette tendance allait s'affirmer et se prolonger au fil pour l'éternité. Mais les choses changent à l'heure actuelle. Et la notion, le sentiment de sacrifice à faire pour les générations à venir est quelque chose qu'il faut prendre en compte, même si ça n'est pas vraiment perçu par l'ensemble de nos concitoyens. Et en fait, il faut penser en termes de générations à venir, même lointaines, si on fait des sacrifices, et ce pour privilégier une sorte de croissance, même si elle est différente. Et donc, il faut prendre en compte une dimension importante, la destinée de notre civilisation. Et donc, il faut pouvoir mesurer des éléments isolés, tels que par exemple les émissions de carbone, pour voir comment mesurer la responsabilité de chacun. Tout à fait lié à cette proclamation forte que tu viens de faire. Elle s'adresse bien entendu à Bengt et à Christian. If we measure and give a cost. Si nous mesurons et donnons un coût à ces biens, est-ce qu'on ne risque pas de différencier les gens sur la base de l'argent, comme par exemple pour cette question de l'eau? Et en plus, qui devrait gérer et qui devrait prendre les décisions? En fait, le point aujourd'hui, c'est que l'eau est gratuite. C'est gratuit pour la plupart des gens qui utilisent de l'eau. En fait, la conséquence, c'est que nous avons du gaspillage, du gâchis. La société combat pour l'attribution de cette ressource. Et en fait, cette attribution n'est pas gratuite. En fait, la question, c'est d'établir un prix pour et s'assurer que les gens internalisent cela dans leur décision d'utiliser l'eau, en particulier dans des périodes de sécheresse. Lorsque l'eau est rare, nous aimerions amener les gens à internaliser
les coûts, ce qu'on appelle les coûts d'opportunité de l'eau. Et en fait, en établissant un prix, je crois en la nécessité de, si on veut diminuer la pression sociale sur cette ressource, eh bien, en même temps, il nous faut reconnaître que établir un prix de l'eau, mettre un coût à l'eau, ça va affecter de façon négative les populations les plus vulnérables, les plus pauvres de notre société. Et ça devrait être pris en compte et il faudrait le faire. Mais en établissant un prix, on génère un revenu et ce revenu va permettre de compenser, peut être utilisé. Et en fait, on n'affecte pas le signal prix dans le système. On peut faire la même chose par rapport au changement climatique et établir un prix du carbone pour compenser, en fait, et établir une compensation pour les plus pauvres, au bénéfice des plus pauvres, ce qui permettra de combattre l'inégalité et de faire des choses ensemble. Le problème, c'est qu'il y a une tension politique et que les politiciens n'utilisent pas ce revenu carbone pour compenser. Si effectivement la taxe carbone price, est utilisée pour redistribuer leurs revenus, il y a aussi d'autres méthodes symboliques. Un rapport a été remis au Premier ministre français la semaine dernière, disant ce que vous et effectivement Christian disent, la transition énergétique est spontanément inégalitaire. Et ce rapport de Jean Pisani-Ferry, dont on parle dans le challenge que vous avez entre les mains, propose qu'il y ait un impôt pour les plus riches, symbolique, pas si symbolique que ça, puisqu'il s'agit effectivement de 150 milliards d'euros à prélever, mais il propose cela pour montrer qu'il y a un geste des plus aisés, alors qu'effectivement, faire payer les ressources, demander de passer à l'électrique coûte plus cher. Est-ce que vous trouvez, vous, comme économiste non français et non habitué à de l'impôt supplémentaire, vous trouvez que cette taxe symbolique est quelque chose qui pourrait aider à faire comprendre les sacrifices de la transition climatique? Well, that's a quelle question complexe. Pas facile de répondre à cette question car elle est partiellement de nature très politique. Et donc, je ne peux pas y répondre vraiment. Je dirais que les gens réagissent toujours quand ils doivent payer des impôts additionnels. J'ai tendance à aller dans le même sens de ce que vient de dire Christian. À cette époque où la technologie joue un rôle considérable, vous pouvez envisager un accès où les gens ont accès gratuit à la technologie et à des ressources, et vous le faites de façon gratuite à l'heure actuelle. Et donc, tout le monde y a droit, mais on pourrait envisager quelques solutions permettant peut-être aux personnes les moins aisées d'avoir un accès plus facile au détriment de ceux qui ont plus de facilité à acheter ces ressources. Et ceci permettrait de générer des revenus pour les personnes les moins aisées. Ça va dans le sens de ce que disait Christian. Vous devez essayer de rendre aux personnes les moins aisées, les plus pauvres, un certain quota des taxes, des impôts qui sont prélevés sur les gens les plus aisés. Et je pense que on a là des opportunités considérables à agir dans ce sens à grande échelle, au niveau mondial même. Et je crois que en revanche, lorsqu'on surtaxe les entreprises
eh bien, ces dernières, qu'est-ce qu'elles vont faire? Bien sûr, elles vont faire des efforts, mais elles vont envoyer leurs machines polluantes qui partent de Finlande parce qu'elles ne sont plus autorisées en Afrique. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'Afrique qui va se mettre à polluer. Donc, les pays dits développés vont avoir des machines, des équipements moins polluants, mais les équipements les plus polluants vont se retrouver dans des pays qui vont en souffrir. Donc, c'est un système économique qui a de lourds impacts écologiques. Bon. Reducing inequality. Augmentation des impôts payés par les riches, moi je suis pas. C'est le bon instrument en tout cas, mais c'est pas un instrument qui permet d'inciter les riches à réduire leurs émissions de CO2. Le bon instrument pour réduire les émissions de CO2 des riches, c'est une taxe carbone, et pourquoi pas une taxe carbone particulièrement élevée pour les produits qui sont essentiellement consommés par les riches. Le meilleur exemple, c'est le sujet des jets privés. Pourquoi ne pas imposer une taxe carbone spécifique, peut-être 10 fois, peut-être 100 fois supérieure à celle payée à la pompe par les consommateurs lambda en France, et ça permettrait d'avoir en même temps une vraie incitation pour les riches à décarboner, mais aussi, s'ils refusent d'en changer leur mode de vie, un moyen de financement pour les investissements verts dont nous aurons besoin dans les années à venir. Donc on gagne sur tous les tableaux en faisant ça. On a noté cette proposition et maintenant, donc, je vais vous demander de remercier les orateurs et je vais passer la parole à ma consoeur Guylaine Ottenheimer pour la session « Comment respecter les accords de Paris ». Merci à vous deux.